Ah, le tournage de Thor 4 devrait commencer cet été en Australie. C'est pas de Thor, mais plutôt de tornades dont ils ont besoin les Australiens en ce moment. Parce qu'au rythme où ça va, même sur Turc, il va revenir, il va dire ah non, pas l'Australie, c'est trop chaud, je préfère aller en Iran, c'est plus cool. Oui, je sais, un Thor aussi peut maîtriser l'orage, mais je pense bien évidemment à Tornade pour des raisons de goût personnel, et puis je vais vous prouver que j'ai raison en deux mots, Ali Berry. Voilà. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés, c'est le 226e JT Comics, et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Bat-Tinion Origins. Vous le savez, je suis très friand des newsletters, donc des personnes qui gravitent dans l'industrie du comic book, que ce soit des artistes, des scénaristes. Je pense évidemment à celle de Warren Ellis, qui est la meilleure. D'ailleurs, dans la dernière, on a appris par exemple que sa fille avait pour la première fois ramené son copain pour Noël. Et donc je pense au type qui a dû se pointer chez sa belle famille et finir par boire du whisky toute la soirée avec le créateur de Transmétropolitan. L'auteur attitré de Batman, James Tynion the Force, s'y est mis également. Il raconte dans sa toute dernière le chemin qui l'a conduit à son tout premier travail officiellement édité dans un comics, c'est pour DC Comics et c'était du Batman, rien que ça, et donc il raconte l'histoire de ce premier script qui lui n'a jamais été publié mais qui a été transmis via son ami et mentor Scott Snyder à l'éditeur Mike Martz, qui est un éditeur de légende qui s'est occupé notamment de tout le run de Grant Morrison sur Batman. Ça s'appelle Batman Bright City et l'auteur vous permet de télécharger légalement et officiellement le script, donc il fait 20 pages. Et c'est tellement bon que j'aimerais pouvoir le traduire pour tous ceux qui ne lisent pas l'anglais, mais j'ai pas le temps. En attendant, je conseille à tous ceux qui peuvent le lire d'avoir la curiosité de le faire. C'est une excellente histoire qui se déroule en 2046 à Gotham City, où il fait désormais meilleur vivre que à Metropolis. La ville a été entièrement réformée, notamment grâce aux efforts du commissaire Grayson, qui est marié à Barbara Gordon, avec laquelle il a un enfant, qui lui aussi est officier de police. Il n'y a plus de Batman. En revanche, Bruce Wayne est interné au nouvel asile d'Arkham, pour une raison que je vous laisse découvrir. Il va s'en évader pour une autre raison que je vous laisse découvrir. Un excellent récit sur la vieillesse, sur Gotham City, sur la Bat Family et ses relations complexes. Enfin, l'assurance, même si on avait pu déjà le voir, notamment grâce à son travail sur Detective Comics et tous les titres reliés à Gotham, que James Tynion the Force fera un bon travail sur Batman, enfin j'en doute pas. Millar argumente. Au détour d'un podcast, Mark Millar a abordé un aspect primordial de la mythologie des super-héros, l'identité secrète. Il dit que c'est quelque chose auquel il tient beaucoup et il parle évidemment de Brian Michael Bendis qui a choisi de se débarrasser de celle de Superman, donc de Clark Kent. Il dit j'aime sa manœuvre car c'est un bon coup de pub, les comics marchent mieux avec des coups de pub et ça fera la une des journaux People, et ça vient du chef d'orchestre des Buzz qui avait photoshopé son comics que dessinait Lainey Francis Yu, supérieur dans les mains de Barack Obama. Mais d'un point de vue narratif, je suis super fan des identités secrètes, l'élément essentiel de tout super-héros. Je pense que c'est une grosse erreur de la part de Marvel de s'en être débarrassé dans les années 2000. Il argumente en disant à quel point l'identité secrète est cruciale pour ces dieux qui décident de vivre comme des humains. L'exemple de Clark Kent est tout tracé, donc quelqu'un qui pourrait littéralement briser la planète en deux mais qui décide de subir la pression d'un travail salarié, en plus celui de journaliste au Daily Planet. Il rappelle que c'est aussi ça pour lui qui permet aux enfants de s'identifier à ces personnages super-héroïques. Sauf que ceux, et vous êtes très nombreux qui ont lu son Civil War, viennent en dire qu'il est un petit peu comme le Snoop Dogg qui viendrait te dire que fumer des joints c'est pas bien, ou alors Ozzy Osbourne qui viendrait te dire d'y aller mollo sur le cul. C'est quand même lui qui a fait tout un crossover centré autour de la perte des identités secrètes et qui a révélé au monde l'identité de Peter Parker. Il dit que ce qui lui a facilité la tâche, c'est Joe Quesada qui lui avait fait part du plan de Marvel Comics de rebooter Spider-Man environ un an après la Civil War, donc grâce à un vœu magique, il a dit, et ça montre bien à quel point le statu quo est prévu d'avance, ancré vraiment dans les mentalités des éditeurs mainstream. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Ciné Mutant. Quelle semaine pour les comic books qui ont muté en film et en série. Ça commence avec le grand mogul des studios Marvel, Kevin Feige, qui a déclaré que la clé du succès du MCU résidait en Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko, ainsi que les dizaines d'auteurs qui ont contribué à former cet univers depuis maintenant 80 ans. Il cite l'exemple de l'évolution de Thor en 3 films, bientôt 4, comme un bon exemple d'emprunt à la narration des comics, dans lesquels les personnages évoluent parfois de façon drastique, voire même dans lesquels plusieurs versions d'un même personnage
cohabitent, suivant l'auteur qui l'écrit, hashtag Harley Quinn. Et il déclare enfin trouver injuste que Jack Kirby soit mort avant de pouvoir assister à tout ça, et je trouve ça plutôt classe. Ensuite, il y a évidemment eu le Joker qui a remporté 2 Golden Globes. Le premier, c'est pour la bande originale, et le deuxième, c'est Joaquin Phoenix qui a été sacré meilleur acteur. Et ce que je retiens surtout, c'est que l'acteur a déclaré que la scène qu'il considérait la plus importante du film à ses yeux a été coupée au montage. Alors il ne dit pas son contenu, mais il dit que peu importe, puisque ça l'avait aidé à trouver la sincérité nécessaire pour interpréter le personnage, une forme de justesse. Là, j'aurais aimé qu'on lui en demande un petit peu plus. Et ensuite, il a tenu à féliciter tous les acteurs qui étaient co-nommés avec lui dans cette catégorie. Il a déclaré que pour certains, il était même trop intimidé pour aller leur parler alors qu'il le voulait. Et il dit que même pour ceux avec qui il partage le même agent, et donc il fait clairement référence à Christian Bale qui n'était pas présent lors des Golden Globes. Et je trouve ça marrant dans un monde où les productions super-héroïques s'enchaînent, et de voir que le Joker est trop intimidé par Batman pour aller lui parler alors qu'il en meurt d'envie. Tiens, justement, Christian Bale serait en négociation pour incarner un personnage dans Thor numéro 4, Love and Thunder. Alors peu importe qu'il puisse être très crédible dans des antagonistes de type Minotaur, Dario Egger, voire même qu'il ferait un gore, un massacreur de dieux complètement convaincant. Tout le monde n'a que 3 petits mots dans la bouche: Beta Ray Bill, et on verra ce qu'il en sera. En attendant, je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, spéculer. Je pourrais vous parler aussi de la façon dont Marvel aurait sécurisé les droits à l'écran sur les personnages de Namor et de Hulk, ce qui rend encore plus crédible la rumeur selon laquelle le fameux personnage mystérieux mais important qu'on nous vend, qui apparaîtrait dans Doctor Strange numéro 2, serait le prince des mers en personne. Et moi je suis très content parce que j'adore son caractère d'huître. Et là ça s'enchaîne, puisque j'ai entendu la rumeur qui m'a beaucoup surpris, selon laquelle Marvel souhaiterait raviver déjà sa marque, donc sa franchise des Defenders. Alors la rumeur dit que c'est avec l'équipe très urbaine, mais pourquoi pas avec cette nouvelle, pourquoi pas reformer les Defenders originels, le Hulk, Doctor Strange, Silver Surfer ainsi que Namor. Je reconnais, ça fait beaucoup de spéculations, il manque que les costards et la coque et on se croira à Wall Street. Je pourrais aussi vous parler des premières images de Y, le dernier homme, même si c'est pas grand chose auquel on a eu droit, ou alors du soi-disant projet de série sur Jamie Reyes aka Blue Beetle qui serait en développement chez HBO Max, et apparemment on sait que le personnage serait courtisé par les studios de production depuis 2010, si on en croit ce tweet de Geoff Johns. Il y avait déjà des essais costumes il y a 10 ans maintenant. Mais non, un focus sur une surprise ainsi qu'une valeur sûre. Batmotard. Je ne pensais pas autant, mais l'idée d'avoir un nouveau film, une nouvelle vision de Batman portée à l'écran me rend tout chose, voire m'excite carrément. Et dès que les premières photos des lieux de tournage, même si il n'y a pas grand chose à voir, sont apparues sur la toile grâce à des gens qui ont la chance de pouvoir travailler dans des bâtiments qui surplombent les rues où le film est tourné, j'étais carrément en demi-molle, très gravement exploitable. Et ça, même si on ne voit que quelques véhicules marqués Gotham City, ou alors si on en croit Matt Reeves sur Twitter, le pingouin, Colin Farrell, ou alors c'est Johnny Depp en Grindelwald, on ne sait pas. Puis on a enfin une crevette un petit peu plus grosse que les autres, une gambasse si vous voulez, même s'il a fallu un petit peu l'éplucher et qu'on pourrait avoir les doigts qui puent si on se trompe, peut-être Robert Pattinson en Batman sur sa Batmoto. Très sobre, peut-être l'une de ses premières missions aussi. Ça a l'air inspiré de la fameuse année 0 donc de Scott Snyder et de Greg Capullo. On le voit notamment à la moto qui est peut-être plus sobre, et aussi au sac à dos qui est quasiment le même. Bref, oui je sais, c'est un petit peu tôt pour spéculer, mais comme dirait Frédéric Mitterrand au retour d'un voyage en Thaïlande, à mon âge, on s'amuse comme on peut. Bon, et si vous aussi vous êtes chaud, n'hésitez pas à me dire vos hypothèses, même les plus folles, et vos attentes dans les commentaires. Ours mal léché. On l'avait presque totalement oublié, même si on en entendait parler parfois, par-ci, par-là, et puis là, paf, c'est le grand retour. Je ne parle pas de Camaro et de son album Best Of, mais bel et bien du film New Mutants de Josh Boone. Et alors là, il va bien falloir comprendre deux choses. La première, c'est à quel point la série de comics New Mutants se démarquait des autres séries mutantes en 82-83 quand c'est sorti, pour deux choses. La première, c'est tout d'abord pour l'esthétique, quand en 1984, Bill Sienkiewicz, qui a son style assez abstrait, qui est très propre à cet artiste, débarque sur la série avec la volonté justement de lui conférer un autre esprit. Et deuxièmement, le fait que cette série repose et reposait avant tout sur les interactions entre les personnages plus que sur les aventures que Chris Claremont et les autres leur font vivre, qui sont parfois, surtout à l'époque, un petit peu loufoques. Alors certains pourraient me dire mais Comi, c'est la Fox, pourquoi tu t'emmerdes à espérer? Alors de 1, je suis de nature plutôt optimiste, de 2, je n'ai pas vu
Dark Phoenix, et de 3, je ne pense pas qu'il y ait tout à jeter dans les X-Men de la Fox. On revient toujours aux crevettes, hein, les doigts qui puent, mais tu manges un petit peu quand même. Une petite analyse rapide de ce trailer dans lequel on voit émerger deux personnages. Hein. Tout d'abord, ma chouchou, Daniel Moonstar, hein, qui a la capacité de rendre tangible, de matérialiser les peurs des gens. Hein, et on voit aussi son arch-ennemi, hein, celui qui est responsable de son traumatisme originel, l'ours démon, hein, qui tue ses parents. Ça correspond vraiment à l'arrivée de Bill Sienkiewicz, hein, c'est dans l'intégrale de 1984 si vous voulez le lire en VF, et donc c'est dans le numéro 18, donc ça sent plutôt très très bon, même si je sens qu'elle va se faire clairement voler la vedette par Illyana, donc Magik, qui elle a l'air d'assumer totalement la noirceur qui est liée à la manifestation de ses pouvoirs, et je vous avoue que c'est assez jouissif, et on sent qu'elle le gère mieux que les autres, puisqu'on va avoir droit évidemment au récit originel de tout le monde, et on voit celui de Rain, donc dans l'église, qui rappelle son père révérend, qui lui apprenait à tendre l'autre joue à un coup à la fois. On voit aussi Cannonball, que j'aime beaucoup, donc dans la mine où s'est joué son tout premier accident, provoqué par lui. Quelques petites zones d'ombre, hein. Quel est ce mutant, si c'en est un, qui peut laisser des traînées noires à la Venom un petit peu derrière cette porte, hein. Certains pensent à Proteus, pourquoi pas. D'où vient cette armée d'emoji, hein. Vu que Illyana est bien mise en avant, certains pensent que ce sont des rejetons de la dimension Limbo, hein. C'est une dimension infernale, rien à voir avec la dimension où tu dois te faxer sous un balai pour le restant de tes jours. Quelques changements qui pourront peut-être faire polémique, hein, surtout pour ceux qui sont vraiment focalisés sur ça, hein. Roberto Sunspot, hein, qui est censé être un Brésilien plutôt noir de peau, qui là est blanc comme un cul norvégien. Alors vous me direz, au Brésil, hein, il existe des changements beaucoup plus radicaux que celui-ci, mais bon, hashtag Roberta. En tout cas, on verra comment est-ce que ça modifie son récit d'origine, puisqu'il est clairement lié à une agression raciste sur un terrain de football. Puis il y a aussi cette amorce d'histoire d'amour homosexuel entre Rain et Danny, si on réfléchit au passé de la première, qui réagit peut-être à sa manière à l'écœurement provoqué par l'éducation traditionnelle et religieuse qui a essayé de lui inculquer son père abusif. Puis ce shot final, hein, Winnie l'ourson version métal, hein, qui paraît tout droit tiré d'une illustration de Bill Sienkiewicz, hein, ça sent plutôt bon, et j'espère surtout que, outre le côté film d'horreur, outre la bande originale qui a l'air plutôt cool, outre les effets spéciaux qui n'ont pas pu s'empêcher de montrer dans un truc un petit peu hyper classique, donc à la fin on voit le costume, l'épée de Magik, mais ils arriveront à rendre ce qui est un petit peu plus profond et qui fait l'esprit si spécial de cette série qu'on aime beaucoup. Breaking Bad News. Une petite dernière, on a appris que Sean Murphy ainsi que l'autrice Blake Northcott coécriront la nouvelle série sur Catwoman. L'artiste n'a pas été encore révélé, mais on sait que c'est Sean Murphy qui se chargera des couvertures. On peut voir la première, hein, qui est aussi belle que ce qu'elle est intrigante. Lisez, lisez et lisez. Moi cette semaine j'ai lu du James Tynion de Force, hein, sur les conseils appuyés de Zéphiriel, que j'embrasse, hein, donc de Comics Outcast. J'ai lu Something is Killing the Children, donc chez Boom Studio. Et désolé Zéphiriel, je n'y suis pas arrivé, hein. J'ai lu les 3 premiers. Et moi ça me fait chier, hein, ces histoires de monstres. Moi je m'attendais à ce qui est voilà, du Marc Dutroux. Bon là c'est du monstre. Ça me fait penser un petit peu à Rocanti, quoi. Toutes ces séries où on me dit que c'est génial. C'est vrai que c'est bien écrit, les dialogues sont plutôt bons. Enfin, j'aime bien ce que fait Tynion de Force en général. Mais là c'est vrai que l'histoire m'intéresse absolument pas. Tant pis, hein, c'était mon premier comics de l'année 2020. J'ai continué aussi ma relecture de Batman. J'ai presque fini le No Man's Land. C'est super addictif en fait de lire du Batman, parce qu'on prend toujours du plaisir à redécouvrir un petit truc qui a été réexploité plus tard. Donc on le réinterprète au fil de ce qu'on a lu après. Enfin, c'est toujours marrant. Je me suis aussi remis un petit peu à rejouer à Red Dead Redemption Online, hein. Bon, à mon âge, on s'amuse comme on peut. Voilà, c'est la fin de ce JT, hein. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos pouces bleus, pour vos partages sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, hein, sur tous les réseaux sociaux, hein. C'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour le bandeau comme tous les mardis, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir aussi dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur Discord où je suis un petit peu retourné, on a parlé, c'était samedi soir. Il y a le lien dans la description, hein. Si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes évidemment les bienvenus. On est presque 500, donc c'est complètement fou, hein. Voilà, hein. Je vous fais des bisous en attendant et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah merde, je viens de voir une étude de 3000 scientifiques qui disent que Halle Berry pourrait même foutre le feu à une brindille humide en l'effleurant à peine du doigt. Du coup, pour l'Australie, on reste sur Thor, hein. Il a clairement plus d'influence sur les fontaines, sur les femmes fontaines aussi, hein. C'est une mutation, hein, des deux, du coup c'est utile là-bas.